Salut, c'est Fatal Hardy, et aujourd'hui, après la science-fiction d'Arthur C. Clarke, après le fantastique horrifique de Lovecraft, nous allons parler de l'heroic fantasy avec Tolkien. Le Hobbit, voilà, c'est son premier roman, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais pas vous réciter l'histoire de Tolkien, les dates de ces différents romans, tout ça. Je ne ferai que citer Wikipédia, donc voilà, j'en vois pas l'intérêt. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, le Hobbit, on va dire, c'est un petit peu la préquelle du Seigneur des Anneaux, qui est l'œuvre majeure de Tolkien. Même si en réalité c'est plutôt le Seigneur des Anneaux qui est la suite du Hobbit. Et donc là, voilà, moi j'avais vu les films de Peter Jackson que j'ai adoré, voilà, depuis que je suis enfant, et je ne m'étais jamais attaqué au livre. Et là, j'estimais avoir le temps et la motivation, voilà. Et puis en plus c'était les vacances d'été, donc allez, soyons fous. Je me suis acheté à la fois l'intégrale des romans et des films. Donc je vais bouffer du Tolkien dans les années à venir. Et donc là c'est l'édition Pocket du Hobbit qui est vraiment jolie je trouve, avec couverture cartonnée en relief. Hein, là vous le voyez peut-être pas, mais en fait tous les décors sont en relief, c'est génial au toucher. Couverture assez belle en plus avec alors soleil rouge, ça fait très japonais pour le coup. On distingue parmi les nuages des créatures ailées, alors soit des aigles, soit des dragons, c'est pas trop. Et puis évidemment les forêts et les montagnes, voilà, qui ont un rôle très important dans l'œuvre de Tolkien. Et donc à l'arrière, de quoi ça parle? Tolkien, le Hobbit. Chef-d'œuvre du maître de la fantaisie et roman fondateur de l'univers de Tolkien, le Hobbit a été publié en 1937, vendu à des milliers d'exemplaires de par le monde. Il a été adapté au cinéma par Peter Jackson. Bon, je vois pas l'intérêt de la dernière phrase. Si tu achètes le roman, c'est pas forcément parce que tu t'intéresses au film, et sans doute que je pense qu'aujourd'hui en 2025, la plupart des gens qui s'intéressent au roman ont d'abord connu les films. Mais voilà. Après, moi, je vais pas m'attarder plus que ça sur la comparaison avec les films. Les films, globalement, ce qu'ils ont ajouté, c'est une grosse partie, vu que ça a été adapté en trilogie, hein, 3 films de 3 heures. Ce qu'ils ont ajouté surtout, ils ont détaillé la partie de la ville du lac, avec Bard, le maître, je sais plus comment ça s'appelle, et puis voilà, ils ont avec des péripéties qui n'étaient pas forcément utiles. Bon, moi après je m'en fiche. Hein. Par contre, je suis très curieux de revoir les films après avoir lu ce roman pour revoir les aventures du roman. Nouvelle traduction de Daniel Lauzon, puisque globalement, au niveau des traductions, ce qui a été changé, alors vous inquiétez pas, il y a le vrai résumé qui est là. Ce qui a été changé, c'est le nom Bilbo Bessac. Et oui, ce n'est pas Bilbo Saquet, comme c'était le cas dans la toute première traduction. En vrai, ça change pas grand-chose. On s'en fout, hein, ça reste notre Bilbo qu'on aime. Globalement, ce que ça change, voilà, Bessac, en fait, c'est juste qu'il a repris le fait que ça commence par un B, parce que en anglais, dans la version d'origine, c'est Bilbo Baggins. Et là, du coup, ça commence par un B, et donc Bilbo Bessac. Et tu gardes le nom, le mot sac en jeu de mots dans le nom de famille, tandis que dans la première traduction française, c'était Bilbo Saquet. Voilà. Sinon, ça change pas, hein, ça reste notre bon vieux Bilbo, voilà. Quelque chose que j'ai noté quand même par rapport au film, histoire de finir avec les comparaisons. Alors aussi, oui, truc important, il n'y a pas Radagast, le magicien des animaux, là. Et alors, il est mentionné une fois, mais sinon il n'intervient pas du tout dans le roman. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, j'ai oublié. Le temps d'une phrase, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc, le Hobbit, de quoi ça parle? Je pars du principe que enfin, vous connaissez, mais bref. Bilbo Bessac, comme tous les hobbits, est un bon vivant qui apprécie sa vie sans histoire sous la colline.
Mais un beau jour, Gandalf le magicien et 13 nains bourrus toquent à sa porte. Ces derniers ont décidé de récupérer un trésor qu'on leur a dérobé des années auparavant et sollicitent son aide. Voici Bilbo, entraîné dans un voyage périlleux pour une fabuleuse quête, une grande aventure, qui mènera cet équipé jusqu'à la montagne solitaire, gardée par le dangereux dragon Smaug. Voilà. Donc plus cliché en tant qu'heroic fantasy, ça se pose là. Mais voilà, après moi, globalement, est-ce que j'ai bien aimé lire ce Hobbit? Oui, oui j'ai bien aimé. Alors, j'avoue que je suis un peu biaisé parce que je connaissais déjà les films, donc je connaissais déjà l'histoire et ses personnages, et donc je m'étais déjà attaché à eux. Donc en vérité, j'étais surtout content de les retrouver. Mais malgré tout ça, ben, j'ai quand même apprécié lire ce roman, voilà, en tant que livre. Disons que ça se lit bien, voilà. C'est vraiment adapté à tous les âges, que vous soyez un jeune adolescent ou un adulte, c'est vraiment accessible et c'est vraiment sympathique. Et puis voilà l'aventure du Hobbit, voilà qui part de sa petite de son petit trou sous la colline et puis qui va traverser et les montagnes et les forêts, qui va avec de nombreux dangers, voilà tout le long jusqu'à arriver à la montagne et avec le climax. Et ben oui, ça se lit bien et puis c'est une aventure sympathique, voilà le temps d'un été, voilà, pour passer le temps, c'est une petite aventure fort sympathique. Ce que j'ai aimé surtout, alors on va dire que Tolkien n'est pas, ne met pas toute son énergie dans la description des scènes d'action, contrairement au film de Peter Jackson. Donc notamment toute la partie, le combat final à la montagne solitaire, la bataille des 5 armées, en fait elle est quasiment passée sous silence, mais au final on se dit bah c'est pas grave quoi, c'était pas le but du roman, c'est vraiment l'aspect aventure qui est mis en avant, et notamment ce que j'ai trouvé intéressant dans l'aspect aventure, il y a le fait que ça dure longtemps. L'aventure du Hobbit, le fait de partir de la comté, alors qu'il ne s'appelle pas la comté d'ailleurs, hein, c'est juste sous la colline, et qui jusqu'à la montagne solitaire, ça a duré 1 an, une année entière. Et notamment tu le ressens dans le temps qui s'écoule, et tu le ressens aussi dans la fatigue des personnages. Très souvent, ils sont épuisés, ils ont faim, ils ont soif, ils manquent de denrées alimentaires, ils ont mal aux pieds, aux jambes, partout. Et ça, tu le ressens véritablement. Et c'est vraiment une véritable épopée qu'ils traversent. Et voilà, j'étais fatigué rien qu'à les lire. Et je ne parle même pas des pauvres poneys qui prennent super cher dans l'histoire. Et voilà, et puis sinon, ouais, il y a les scènes marquantes, quand ils se font attraper par les 3 trolls au début, la rencontre de Bilbo avec Gollum, qui est incroyable, et là où il obtient le fameux anneau, qui n'est pas encore on va dire le personnage principal, ce qui sera le cas dans le Seigneur des Anneaux, mais qui là est quand même un cheat code absolu dans cette histoire, j'avoue. Et puis voilà, après ben, la forêt, et puis finalement la montagne solitaire. J'ai bien aimé le personnage de Bilbo. Autant je trouvais que dans les films il était un petit peu ronchon et puis pas très intéressant, je trouve. Autant là tu ressens vraiment, alors au départ son aspect un petit peu coquet, un petit peu je veux pas sortir de chez moi. Mais après, en fait, c'est expliqué. C'est ça, le truc, c'est expliqué dans le roman. Comme disait Link the Sun, c'est expliqué dans le bouquin. Mais que, en fait, il a des origines, des Touks qui sont beaucoup plus aventureux. Et en fait, d'instinct, il y a son instinct qui lui dit de partir à l'aventure. Ça, c'est pas forcément expliqué dans les films. Et du coup, ben ouais, tu le ressens, qu'en fait, oui, il a vraiment un aspect héroïque et aventureux. Et ben ouais, plusieurs fois, enfin c'est lui qui carry en fait tout le groupe des nains.
en particulier lorsqu'ils sont emprisonnés dans la forteresse des elfes, mais pas que, tout le temps en fait. Et les nains lui sont vraiment reconnaissants. Et en fait, ben ouais, c'est cohérent quoi, c'est crédible et puis c'est satisfaisant surtout, c'est ça qui est bien. Même l'épilogue est satisfaisant. Quand Bilbo refait toute la route en sens inverse, qui reprend une année entière, et accompagné de Gandalf cette fois, et puis que voilà, ils se remémorent leurs aventures, et que voilà, finalement, entre les nains, les hommes et les elfes, ça se finit bien, que les gobelins ont perdu la bataille, etc. Enfin voilà, c'est vraiment du début à la fin, le roman est satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Après, au niveau de la forme, c'est divisé en chapitres, donc voilà, c'est sympa. Voilà, encore une fois, ça se lit bien, hein. Ensuite, on a les fameuses notes de prononciation, donc qui sont écrites par Tolkien à la base, hein, donc voilà, qui nous disent comment se prononce Balin, Dvalin, Oin, Gloin, etc. Bifour, Fundin. On a une première carte ici, qui est écrite avec des runes, où on voit pas grand chose, voilà, avec les montagnes grises, la lande desséchée d'où viennent les grands vers. Alors les vers sont pas des vers de terre, hein. Ici il est question des dragons. Je sais pas pourquoi la traduction en vers, euh, parce que je pense qu'en anglais ils doivent appeler ça des worms, ou ce qui a donné peut-être son nom au mot wyrm aussi, qu'on retrouve parfois dans la littérature pour parler des dragons. Donc je pense que le mot vert ça vient de là, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et aussi autre chose, alors ça je crois que c'est le début, à moins que ce soit encore une préface, mais oui ça c'est encore une introduction sur les runes. Et là voilà le fameux début, donc le tout premier, le début de ce qui a commencé l'aventure, l'histoire, le lore du Seigneur des Anneaux. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Voilà, c'est culte. Et donc, si on va tout à la fin, donc le roman fait 400 pages, c'est pile la bonne taille pour moi, je trouve, c'est vraiment bien. Et donc voilà une carte plus réaliste, on va dire, euh, de l'aventure. Donc ici, nous avons Hobbitville, et donc avec la colline. On a ce qu'ils appellent les terres sauvages, en gros c'est un peu tout ça. On a les montagnes de brume, donc là où il se passe Alors on a déjà la demeure d'Elrond. Elrond qui est vraiment un personnage secondaire et totalement effacé, hein, par rapport au film. Là il a vraiment un rôle mineur. Donc ensuite les montagnes de brume, donc là où il y a les fameux gobelins et Gollum, voilà. Ici on voit la montagne de Gundabad, ça c'est vraiment mentionné très vite fait, c'est on va dire là où il y a les gobelins, les descendants d'Azog et compagnie. Ensuite donc voilà la fameuse porte des gobelins et le territoire des aigles aussi au sommet. Ensuite, on a Karok, ça c'est la maison du mec qui peut se transformer en ours, qui est aussi un petit peu la maison de Radagast dans les films, mais là on le voit pas. Beorn, je sais plus ce que c'est. Mais si, Beorn. Beorn, c'est le nom du mec justement qui se transforme en ours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'immense forêt de Grand-Peur, donc la forêt enchantée. Et notamment, on voit des toiles d'araignées un peu partout. Alors, montagne de Grand-Peur, elles ne sont pas mentionnées. Je savais même pas qu'il y avait des montagnes au milieu de la forêt. La fameuse rivière enchantée et l'entrée de la forêt et le fameux sentier des elfes, duquel il ne faut surtout pas s'écarter si on ne veut pas se retrouver perdu dans la forêt pour toujours. Bon, évidemment, l'aventure de nos compères ne va pas se passer comme prévu. Les montagnes grises, c'est le territoire des nains. Et puis voilou. Et ensuite, alors là, il n'est pas fait mention
du nécromancien ici. De mémoire, c'était plus au sud. Et donc voilà la forteresse du roi des elfes, et après on arrive à Esgaroth, la ville sur le lac, voilà, et la fameuse montagne solitaire, qui est toute petite ici, ça lui rend vraiment pas honneur par rapport à la description qui lui est faite dans le roman. Et évidemment, Smaug, le vilain dragon, voilà. Et oui, bah, pas grand chose d'autre à dire. Alors, si au niveau de la forme, alors je sais pas si je vais le retrouver rapidement. Là, on peut le voir à partir d'ici. Au niveau de la narration, en fait. Mais qu'est-ce qu'un hobbit? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arriveront avec fracas. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en gros, Tolkien est son propre narrateur dans le roman, et c'est pas un narrateur extérieur, enfin, disons qu'il se présente pas comme l'auteur du roman, mais comme un traducteur, comme s'il faisait partie de son propre univers, mais à l'époque moderne, comme si notre univers à nous, en fait, c'était la suite, genre 2000 ans plus tard, de ce qui s'est passé dans cet univers-là, et plutôt comme un historien finalement, comme ce qu'il était dans la vie réelle. Et ouais, et en fait, il s'adresse au lecteur en permanence, comme si il nous racontait l'histoire en temps réel, en fait. Et du coup, au départ, c'est un peu étonnant, parce que forcément, dans les films de Peter Jackson, on n'est pas habitué à voir un narrateur comme ça, ou alors disons que ce sont des personnages de l'histoire, et puis qui s'adressent pas forcément au spectateur. Mais là, ouais, c'est vraiment... il s'adresse vraiment au spectateur d'une manière assez familière, en fait, et vraiment avec une manière de parler orale. Et c'est assez particulier. Et mais en fait, c'est une fois qu'on s'y habitue, après en vrai c'est sympa, je trouve. Et puis c'est toujours en vrai c'est toujours un petit peu sur le ton de l'humour, notamment quand il prête les pensées de Bilbo, ou quand il dit quand les nains lui font une remarque et il dit enfin, et quand il pense oui, c'est quand même Bilbo qui les a aidés, il pourrait leur être reconnaissant, hein. J'ai bien aimé, c'est vraiment sympa la manière dont c'est narré. Voilà. Et puis je pense que c'est tout, hein, pas grand chose d'autre à dire. Je me souviens pas, je voulais dire quelque chose par rapport au fait que c'était un roman, mais non, du coup j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas perdre plus de temps que ça, hein, vraiment. Alors, c'est mon premier roman d'Heroic Fantasy, je n'y connais rien en Heroic Fantasy, alors j'ai dû lire quelques romans quand j'étais enfant, mais je m'en souviens pas. Donc j'ai pas vraiment de point de comparaison pour dire est-ce que c'est vraiment le chef-d'œuvre dont tout le monde parle, ou alors est-ce que c'est juste un roman parmi d'autres, voilà, qui a fait son temps. De toute manière, mon avis est biaisé, comme je vous l'ai dit, parce que forcément je connais les films. Donc moi j'ai bien aimé. Après, il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins bien, il y a sûrement moins bien. Mais voilà, si vous êtes curieux, si vous aimez l'Heroic Fantasy, voilà, c'est c'est plus que sympathique, tout simplement. Voilà. Donc le Hobbit, voilà, c'est sympa. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Évidemment, ça ne rend pas forcément honneur à tout le travail de Tolkien, même si là, forcément, le Hobbit, c'est pas non plus le truc le plus ambitieux qui soit. Mais voilà, j'espère quand même, au moins si ça peut vous encourager à lire le roman d'origine, pourquoi pas. Et je vous dis simplement, salut et à la prochaine!